Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro de l'émission hebdomadaire des numériques dédiée aux entreprises et aux professionnels. Alors on va y parler de l'actualité technologique avec un angle stratégique, mais aussi des produits et services à usage professionnel. Dans ce premier numéro, il sera question de cybersécurité et plus précisément de la cybersécurité des TPE-PME. C'est un sujet qui revient sur le devant de la scène quasiment chaque jour, tant les cyberattaques se multiplient et les données professionnelles deviennent un enjeu primordial et même national. Pour cela, je suis ravi d'accueillir Sébastien Garnaud, président fondateur de la Paris Cyber Week. Bonjour Sébastien. Bonjour. Je suis également avec Marco Mosca, qui est le rédacteur en chef des numériques, qui va m'épauler dans cette interview. Bonjour Marco. Bonjour. Alors Sébastien Garnaud, vous avez donc fondé la Paris Cyber Week, qui se tiendra donc les 8 et 9 juin prochains à la Maison de la Chimie à Paris, donc en présentiel, c'est bien ça ? Tout à fait. Et où il sera largement question de cyberdéfense européenne et aussi de souveraineté technologique. Mais avant d'aborder ces questions plus en détail, j'aimerais commencer par un chiffre, et pour cela, je te laisse la parole, Marco. Les cyberattaques ont été multipliées par 4 en France en 2020, selon une donnée du ministère des Armées. Comment expliquez-vous cette explosion ? Alors, effectivement, la ministre des Armées a dit x4, on a les assureurs qui disent x5, et finalement, la question qui se pose, c'est pourquoi on fait face à une ransomware ? Tout simplement parce que la transformation numérique est arrivée à maturité. Certains parlent parfois de révolution, mais aujourd'hui, on n'en est plus à la révolution, on en est à notre vie de tous les jours. Et donc, face aux menaces, on est tous démunis. Qu'est-ce que je veux dire par démunis ? C'est que aujourd'hui, les collaborateurs dans les entreprises, les agents publics et le citoyen n'est pas assez formé, éduqué aux usages du numérique et aux usages sécurisés. Donc aujourd'hui, vous recevez un mail avec une pièce jointe. Si vous n'avez pas les bons réflexes, les mesures d'hygiène finalement, vous cliquez et là, c'est la catastrophe pour les PME. C'est ce qui se passe aujourd'hui et très sincèrement, le confinement et le télétravail a accentué une tendance qui était déjà bien installée. Justement, vous parliez de la ransomware. Donc les ransomware ou rançongiciels en bon français, pour rappel, c'est un rançongiciel, une attaque, une cyberattaque sur le système informatique d'une entreprise où le cyberattaquant prend en otage ce système informatique et qui ne le libère qu'en échange d'une rançon. Donc ces attaques ont explosé ces derniers mois, ces dernières années. Est-ce qu'aujourd'hui, quelle menace est-ce que cela représente pour les TPE-PME précisément, et est-ce que ces entreprises devraient dédier un budget annuel vraiment renforcé aujourd'hui contre ces cyberattaques ? Alors, quel est le problème ? Effectivement, un rançongiciel, concrètement, c'est un logiciel qui va chiffrer vos données et qui va, du coup, vous empêcher d'y avoir accès. On parle de quelles données ? Par exemple, les données comptables, le fichier client, donc des données ultra stratégiques pour l'entreprise. Vous me posez la question de savoir si les TPME doivent prévoir un budget. Il me paraît évident qu'il faille s'équiper, mais il y a peut-être des préalables. Définir un budget dans l'absolu, ça ne répond pas à un besoin spécifique. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que vous avez beau mettre de la technologie dans votre entreprise, si vous n'avez pas des collaborateurs qui sont en capacité de pouvoir utiliser ces outils, à ce moment-là, les outils ne servent à rien. Donc, la bonne méthode, c'est effectivement de définir un horizon budgétaire, mais de partir de ses propres besoins. Qu'est-ce que je veux protéger chez moi ? Quelles sont les données absolument stratégiques ? Et encore une fois, si du jour au lendemain, vous n'avez plus accès à votre fichier client, c'est fini. Vous devez tout refaire et peut-être vous serez amené même à payer une rançon. Former ses collaborateurs, ça a un coût. Est-ce que c'est un coût ? Moi, je ne crois pas. Je crois que c'est un investissement. C'est un investissement. Et aujourd'hui, les TPME qui sont en train de mener leur transformation numérique, donc d'insérer dans leurs usages quotidiens, professionnels, des outils numériques, oublient la question de la sécurité. C'est un peu comme si on donnait une voiture à quelqu'un qui n'a pas le permis. Il prend des risques pour lui-même et il prend des risques aussi pour son environnement, ses prestataires. Donc oui, engager un budget, c'est absolument nécessaire. Se protéger, c'est absolument urgent, mais pas n'importe comment. Justement, on a l'impression que les patrons des TPE-PME n'ont pas conscience de l'importance de cet investissement. Quel peut être le message qu'il faudrait leur faire passer ?
Alors, oui, ils n'en ont pas conscience. Pourquoi ? Tout simplement parce que face au numérique, on est tous victimes de cette fameuse fracture. Ce n'est pas du tout une question de CSP, c'est une question d'éducation et de formation. Le dirigeant aujourd'hui, c'est quoi son job ? De mener son métier. Le numérique, pour lui, ça n'est qu'un outil. Il n'a pas été formé, il n'a pas la connaissance. Donc connaissance, compétence et budget, ça va toujours ensemble. Comment on fait pour qu'ils prennent conscience de cette menace ? Et autour de lui, il y a des sachants. Quels sont ces sachants ? Le comptable, le cas échéant, l'avocat, l'assureur qui a un rôle à jouer. Ces 3 métiers qui, eux, sont au contact du risque, qu'il soit juridique ou financier, doivent être le vecteur de sensibilisation des dirigeants de TPE-PME. Et puis, il y a aussi une responsabilité du politique. Il y a un moment, quand le président Emmanuel Macron fait la promo de Stop Anti-Covid, on a 12 millions de téléchargements. Et à un moment, je crois que cette parole politique a aussi un rôle à jouer dans la prise de conscience générale de la société, et puis en particulier pour les TPME, c'est quand même 80% de notre économie. Si on a 100 000 TPE qui se font hacker ou qui sont victimes d'un rançongiciel, là on a un problème de sécurité nationale. Alors, l'un des gros points des rançongiciels aujourd'hui, c'est le paiement de la rançon en lui-même. On l'a vu récemment aux États-Unis avec l'attaque sur Colonial Pipeline, où le CEO a récemment dévoilé qu'il avait payé 4,4 millions de dollars de rançon, si je crois bien. Aujourd'hui, donc, cette question est au centre de ces attaques. Est-ce que les entreprises doivent payer les rançons ? Est-ce qu'on peut ne pas la payer ? Est-ce qu'il faut la diminuer au maximum ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Quel est votre regard là-dessus, en gros ? Et pour aller plus loin, je vais rebondir parce que visiblement, la France est particulièrement victime des rançongiciels parce qu'ils ont compris que la France était un pays où on payait plus facilement les rançongiciels qu'ailleurs. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé ? Et justement, est-ce qu'il ne faut pas punir finalement, quelque part, les gens qui payent les rançons ? Alors, punir les victimes, c'est jamais, à mon avis, une bonne solution. Donc non. Moi, je ne serais pas favorable à punir celui qui paie. Il y a plusieurs points dans la question. D'une part, est-ce qu'on est attractif pour les cybercriminels ? Oui, puisque quelque part, en payant les rançons, finalement, le cyberattaquant, il gère son risque. Il regarde, il mène son attaque, et puis à partir il va chercher la cible qui est la plus rentable pour lui. S'il sait qu'en France, on paie, il va attaquer les Français, et puis s'il sait qu'on ne paie pas, il en attaquera d'autres. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on a aussi le secteur de l'assurance qui se pose la question et qui assure les rançons. Donc, sans surprise, lorsque vous avez une prime d'assurance qui est à 2 000 €, bizarrement, la rançon est à 2 000 €. Et donc, finalement, c'est un coût neutre pour le chef d'entreprise qui, du coup, va transférer une partie de sa responsabilité, et c'est là-dessus que je voudrais peut-être appuyer, partie de sa responsabilité sur l'assureur. C'est absolument pas ce qu'il faut faire, à mon avis. Le chef d'entreprise, il est responsable de la sécurité de l'ensemble. Il doit prévenir son risque, et prévenir son risque, c'est justement former ses collaborateurs et déployer des outils qui vont permettre, en cas d'attaque, de neutraliser cette attaque. S'il l'a anticipé, il n'aura pas besoin de se poser la question du paiement de la rançon. Il est là le sujet, en fait. On est victime des rançons tout simplement parce qu'on n'anticipe pas. Si on anticipe, à ce moment-là, on pourra redémarrer, on aura des sauvegardes, et finalement, les données qui ont été chiffrées et prises en otage, quelque part, n'auront plus autant d'impact sur l'activité et sur la poursuite de l'activité. En un mot, Guillaume Poupard, devant le Sénat, a eu cette phrase, c'est le syndrome du prisonnier. C'est-à-dire que pour le collectif, il ne faut pas parler, mais pour soi-même, il faut parler. Là, c'est un peu pareil. Si, personnellement, il est d'intérêt de payer cette rançon, finalement, c'est le collectif qu'on abîme, et donc des collègues entrepreneurs ou des sous-traitants, voire des donneurs d'ordre. Tout à fait, c'est toujours plus compliqué quand ça arrive à soi-même, pour un entrepreneur, j'imagine, que pour les autres. Est-ce qu'à votre avis, les TPE, PME sont plus à l'abri que les grandes entreprises face aux cyberattaques
Ou alors est-ce que c'est complètement l'inverse? Vous parliez justement des sous-traitants. Je pense que c'est l'inverse, justement. On a une loi de programmation militaire qui a posé un certain nombre d'obligations, et notamment sur les OIV. Donc, quelque part, les grands groupes qui ont à la fois la connaissance, la structure et le budget, se sont protégés. Ils ne sont pas protégés d'eux-mêmes. On a été obligé de passer par la voie réglementaire. Ok, c'est fait. Et donc, du coup... pour moi, un grand groupe est mieux armé face à la menace cyber. Au contraire, les TPME sont complètement livrées à elles-mêmes. Elles ont des outils. On pourra parler, si vous voulez, de cybermalveillance, qui a une action forte auprès des territoires et non des acteurs territoriaux. Mais d'un point de vue cyber, la cible, c'est la petite organisation. Une PME et une collectivité, globalement, d'un point de vue numérique, c'est la même chose. Ces petites organisations sont à la fois les premières victimes, les premières cibles, et donc la porte d'entrée vers les plus gros. Et là, je fais référence aussi à un texte qui existe et qui demande aux grands donneurs d'ordre de faire monter en compétence leurs sous-traitants, parce que justement, ils sont des portes d'entrée. On n'a jamais vu un braqueur s'attaquer à la Banque de France. C'est un peu ça l'idée. On va aller voir la petite agence de province, et par cette petite agence, on va avoir un ROI qui sera beaucoup plus important. Il faut avoir la même approche pour le maillage économique. Aujourd'hui, ce sont les TPME, la porte d'entrée, le vecteur de contamination, si on voulait prendre une image. Et donc, c'est à côté des chefs d'entreprise qu'il faut être, et surtout pas les stigmatiser et les punir, parce que ce serait tout à fait, à mon avis, contre-productif sur leur engagement. C'est ce qu'on avait vu aux États-Unis en fin d'année 2020, justement, avec l'attaque sur SolarWinds, qui a servi de point d'entrée sur toute la chaîne, ce qui a touché des énormes entreprises du Fortune 500, des administrations fédérales, en gros, ça a servi de point d'entrée, comme vous dites. Ouais. Sur ce point, si je peux me permettre, ça c'est le niveau très très macro, mais Airbus avait été victime d'un incident. C'est son prestataire à N-7. La personne qui a été le vecteur de l'attaque ne savait même pas qu'il travaillait pour Airbus. Ouais, c'est terrible. Donc, on parle de prise de conscience, de communication. Vous lancez la Paris Cyber Week début juin. Est-ce que ça participe de cet effort de prise de conscience nationale par rapport aux enjeux face aux cyberattaques? Et à qui s'adresse cet événement? Alors, Paris Cyber Week, effectivement, c'est la 3e édition cette année. Et l'objectif, il est effectivement de participer à la prise de conscience collective en allant chercher aussi les secteurs industriels. Donc, par exemple, on a une table ronde sur la transformation numérique du secteur de l'énergie et donc le pilotage de la donnée. Et la cyber est positionnée comme l'un des fils rouges et surtout comme un préalable. Ça s'adresse aux décideurs et aux dirigeants. Qu'est-ce qu'un décideur, qu'est-ce qu'un dirigeant? Le décideur sera plus celui qui sera dans le grand groupe, le ministre, le commissaire, le député. Et puis, on a les dirigeants d'entreprise de l'économie réelle, mais aussi du secteur de la cybersécurité, qui, eux, comprennent des problématiques, vivent des problématiques qui sont communes. Le dirigeant d'une PME cyber ou d'une PME industrielle fait face aux mêmes difficultés. La seule différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui est conscient de la menace du 21e siècle. La menace du 21e siècle, c'est celle qui passe par le numérique. Je reviens sur le télétravail. Qu'est-ce qui s'est passé? On a tout ouvert. On a donné des accès à tous les collaborateurs pour qu'ils puissent se connecter au serveur, etc. En faisant ça, on a aussi ouvert toutes les portes. Est-ce que finalement, on garerait sa voiture place de la mairie où qu'on habite en ouvrant les portes et les fenêtres et en laissant les clés dessus? C'est un peu ça l'idée. C'est ce qu'on a fait pendant le télétravail. Désormais, il y a absolument une urgence de rattrapage. Il y avait la continuité du business, et ça, on l'a assuré en ouvrant tout. Désormais, il faut refermer. Et Paris Cyber Week, ça traite de ces questions-là, et ça va chercher des élus,
par exemple un député qui est plutôt intéressé aux questions agricoles, va venir parler des enjeux du numérique et de l'agriculture, et puis à côté, il y aura quelqu'un qui va lui dire très bien, c'est super ce que vous faites, mais attention, parce que si vous ne sécurisez pas tout ça, vous allez rater votre transformation numérique. C'est ça Paris Cyber Week. Et au niveau européen. Mais du coup, est-ce que la souveraineté technologique a encore du sens ? Oui, ça a du sens, mais seulement si on ne le relie pas à la nationalité. Il y a un débat qui crée beaucoup de confusion et qui consistera à dire que la souveraineté, c'est être français. Si être français, ça suffisait à être performant, alors à ce moment-là, nous aurions les GAFA. Donc oui, la souveraineté technologique a du sens pourvu qu'elle soit construite, pensée et délivrée. Nous sommes malheureusement à court de temps pour cette émission. Merci beaucoup Sébastien. Merci. Merci Marco. Merci. Et à la semaine prochaine sur les numériques pour une nouvelle émission pro.